durée sur notre planète des changements climatiques, on ne va pas revenir sur le diagnostic, mais on va partager un certain nombre de pistes, de solutions qu'on aimerait à la fois assez concrètes, donc quelque chose où tout le monde peut s'impliquer. Donc je vais appeler dans l'ordre où ils apparaissent au programme. Tout d'abord, Valentine Picton, donc docteur EPFL, climatologue et géographe, conseillère nationale des Verts du canton de Vaud. Ensuite, il y aura Chloé Dutoit, députée au Grand Conseil de Neuchâtel, également des Verts. Ensuite, coprésidente des Jeunes Verts de Château. Ensuite, Jasmine Lorenzini, qui se trouve ici, qui est docteur en sciences politiques et qui travaille à l'Université de Genève. Ensuite, Jacqueline Lecoq, présidente des Grands-Parents pour le Climat. J'avais dit que c'était intergénérationnel, donc on y est avec un dessin. Et ensuite, René Bogard, chargé de projet Grands-Parents pour le Climat à Genève. Ensuite, nous avons rejoint Alexandre Copertino, qui vient du Valais, et Dylan Pouilly, de Extinction Rebellion. D'accord. Donc, Dylan Pouilly. Voilà. Donc, bienvenue. Donc, mais comme on est un petit peu dans... Voilà, en petit cercle, on ne va pas être trop formaliste. Donc, l'idée, c'est... Les questions que j'avais posées, vous allez maintenant les entendre, elles sont très... C'est presque un atelier, on pourra aller un peu plus loin. Elles sont à dessin, comme j'ai dit, significatives et concrètes. Alors, la première question, alors chaque intervenante a pour mission de répondre à ces questions, mais de la manière qui, au fond, où il ou elle se sent le plus interpellé, parce qu'évidemment, on ne va pas se répéter les 7 pour dire chacun sa version à ces questions. Moi, je pense que ce n'est pas un débat contradictoire, nous sommes tous concernés par les enjeux et les réponses, mais l'ensemble va donner le tableau que nous souhaitons ensuite discuter avec vous. Donc, voilà les questions. 2 grands facteurs d'augmentation des gaz à effet de serre sont l'agroalimentaire et la mobilité individuelle. Comment, à votre avis, ces 2 secteurs doivent-ils évoluer? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous devons sortir du fossile au plus vite, mais les alternatives ne sont pas toujours sans problème. Ils se trouvent contestés à leur tour, éoliennes, voitures électriques, capteurs solaires également. Quelle est votre position sur cela? Puis le troisième aspect à discuter, c'est le suivant. Enfin, vu la disposition de l'accord de Paris, et je cite, de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre, et que les institutions financières sont actuellement sous forte critique, que devraient-elles faire à votre avis? Donc voilà ce qu'on attend de vous. Encore une fois, pas chacun sur le tout, mais ce qui vous paraît le plus important pour vous. Alors commençons par toi, Valentine, ta réponse. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc oui, très vaste question. J'ai préparé un petit survol quand même de l'ensemble de ces points-là. Effectivement, agroalimentaire et mobilité. Alors en Suisse, les émissions directes qui sont les plus émises par secteur, c'est celle du transport. Donc effectivement, la mobilité individuelle viendrait en termes d'émissions directes vraiment comme notre priorité. Donc la nécessité finalement de sortir des carburants fossiles, donc tout ce qui va remplacer ces émissions de CO2 liées à notre mobilité va être vraiment crucial. Donc qu'est-ce qui fait augmenter tellement ces émissions liées à notre mobilité? Il y a le trafic aérien. Et donc, je parlais avant d'émissions directes. Donc là, en fait, c'est surtout évidemment les émissions qu'on va émettre des moments où on sort aussi du territoire. Les Suisses sont parmi les plus grands consommateurs de vols aériens. Le kérosène, quand on le brûle, produit encore plus de CO2 que ne le fait l'essence. Donc évidemment, il va falloir s'interroger par rapport à cette habitude du transport aérien. Il y a des carburants, dits durables qui pourraient voir le jour, mais enfin, ça prendra beaucoup de temps. Donc effectivement, il faut réinterroger ces habitudes qu'on a prises
de prendre beaucoup l'avion. Donc, est-ce qu'on le fait par obligation, par nécessité? Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce qu'on a un membre de la famille qui vit très loin? Ou est-ce que c'est vraiment par pur, disons, divertissement pour le tourisme? Donc là, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un point très important. Après, il y a la question de la taille et du poids des véhicules, hein, parce que finalement, même en se déplaçant avec une voiture, on peut avoir des impacts extrêmement différents selon le modèle de véhicule concerné. Et puis, il y a la question de l'augmentation de la pendularité, puisque finalement, ces dernières décennies, on a énormément augmenté la distance entre le lieu de travail et le domicile. Alors, arrive maintenant le télétravail, avec Covid ça a beaucoup augmenté ça. Maintenant, attention, qui dit télétravail dit aussi une augmentation du support numérique. Et là, finalement, on a un coût énergétique extrêmement élevé également de tout ce qui va accompagner cette numérisation de la société. Les data centers, je ne faut pas penser que tout ça c'est dans l'éther, le cloud, en réalité repose sur des infrastructures extrêmement coûteuses en énergie qu'il va falloir vraiment anticiper. Et donc l'enjeu là, tout comme avec l'électromobilité qui est présentée comme une des solutions, il va falloir vraiment réfléchir, est-ce qu'on a un développement suffisant d'énergie renouvelable pour toute cette consommation d'électricité qu'on va avoir en plus, ou pas. Actuellement, en fait, on est en train d'augmenter énormément notre consommation d'électricité avant même d'avoir vraiment réalisé une transition énergétique. Et donc, pour l'instant, on augmente la production d'électricité liée aux fossiles, par exemple les centrales à charbon allemandes, un petit pourcentage est utilisé en Suisse, ou le nucléaire français, en ce qui concerne la Suisse. À l'échelle mondiale, c'est les 3/4 encore de notre électricité qui sont produites à base d'énergie fossile, charbon en tête. Avec la COP26, on a vu à quel point il est difficile de sortir de ce charbon. Donc voilà les points qui me tenaient à cœur par rapport à la mobilité. S'il me reste une minute peut-être par rapport à la question de l'agroalimentaire, là, effectivement, il faut déjà relever que là aussi, on a la question vraiment des émissions directes et indirectes à prendre en compte. En termes d'émissions directes du secteur agricole, c'est à peu près 14% de nos émissions directes. Par contre, si on prend l'agroalimentaire, donc toute notre alimentation, les 2/3 des émissions liées à notre alimentation sont produites à l'étranger, en fait. Et donc, il y a ici 4 points fondamentaux à prendre en compte quand on s'alimente. C'est évidemment, pour commencer, le type de production alimentaire. Est-ce qu'on est dans du bio? Est-ce qu'on est dans du conventionnel ultra intensif? Ça va être vraiment le premier point. Crucial parce qu'on n'a pas qu'une limite planétaire, celle du réchauffement climatique. On a 9 limites planétaires. Parmi celles-ci, vous avez la question de la ressource de l'eau, et la ressource des sols, et la biodiversité. L'érosion de la biodiversité qui est tout aussi grave que le réchauffement climatique. Donc là, on voit bien qu'il faut absolument aller vers des modes de production alimentaire respectueux de la biodiversité, respectueux des sols, de la fertilité des sols. Préserver ces sols, c'est aussi préserver leur capacité de rétention du carbone et leur résilience au réchauffement climatique, et donc à notre agriculture au réchauffement climatique. Donc on voit vraiment là que tout est lié. Et puis sinon, après le mode de production, il y a évidemment la question de la provenance. Est-ce qu'il s'agit d'aliments locaux et donc de saison ou pas? Et il y a la question du niveau de transformation de nos aliments. Est-ce qu'il s'agit d'aliments bruts ou est-ce qu'il s'agit d'aliments ultra transformés où chaque composant sont des aliments finalement technologiques pratiquement qui vont aussi voyager beaucoup à travers le monde avec des impacts aussi sur la santé très importants. Et évidemment, mais ça je ne vais pas développer, probablement que d'autres le feront, il y a la question du pourcentage de viande des produits animaux de notre alimentation. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manger de produits animaux en Suisse, ça ne ferait pas sens, parce qu'on a des pâturages, on est un pays de montagne, donc on a une surface en fait à valoriser en termes de calories par le biais
des pâturages, et le maintien des pâturages a aussi d'autres intérêts au niveau de la biodiversité, au niveau du stockage du carbone, encore une fois. Ceci dit, en Suisse, on mange 3 fois plus de viande que ce que recommande l'OMS. Donc là, il y a évidemment un immense effort à faire. Et puis pour le reste, la finance, on en reparlera. Je passe la parole du programme. Donc maintenant, merci beaucoup. Il y a déjà pas mal d'éléments qui sont sortis. Donc merci Chloé de poursuivre. Si j'arrive à prendre le micro vers moi. Je suis ravie d'être ici également de Neuchâtel. Pour ce qui est des points de l'agroalimentaire et de la mobilité, moi, il m'évoque la question de la responsabilité individuelle. Parce que ces deux sujets, c'est des sujets où finalement on dit beaucoup que ce sont les consommatrices et les consommateurs qui doivent agir. Et moi, je vois là beaucoup de contradictions finalement avec ce que font les autorités. Typiquement, j'avais relevé ce que Valentine Piton a dit, donc le fait que plus que l'OMS, l'OFEV et l'OFSP, sauf erreur, disent aussi que la population suisse consomme 3 fois trop de produits d'origine animale. Et que cela a des effets tout à fait néfastes au niveau tant sanitaire qu'environnemental. En même temps, on y voit une contradiction parce que la Confédération continue à subventionner la publicité pour les produits d'origine animale et également finalement la production de produits d'origine animale. Donc voilà une contradiction entre le fait de demander à la population d'agir et le fait que les autorités ne le font pas elles-mêmes. J'ai le même cas pour la mobilité à Neuchâtel. La semaine prochaine, on vote sur un crédit pour un contournement, le contournement H18, peut-être que vous l'avez entendu, c'est pas très genevois, mais voilà. Je me permets d'en parler parce que c'est 186 millions, donc plus de 100 millions, qui sont mis par la Confédération dans un projet de contournement routier qui finalement continuera à favoriser le transport motorisé individuel plutôt que le transfert modal. Donc on voit là de nouveau qu'on nous demande de faire certains gestes pour diminuer notre empreinte environnementale, mais que d'un autre côté, les autorités continuent d'utiliser les fonds publics pour des investissements qu'on peut qualifier de climaticides. Concernant la transition énergétique et la problématique qui est liée à certaines énergies renouvelables, pour moi, il faut l'aborder dans le sens où, avant de parler de ces énergies renouvelables, il faut commencer par réduire notre consommation d'énergie. Ça passe par énormément de points dont on aura, à mon avis, le temps de les aborder ce soir. Mais c'est ça, à mon avis, qu'il faut voir avant de parler des problématiques des énergies renouvelables. C'est vraiment discuter de comment est-ce qu'on peut réussir, avec des mesures fortes, des mesures radicales, à diminuer notre consommation d'énergie avant tout. Finalement, pour les investissements, donc tout ce qui est flux financier, la Suisse a signé, fait partie des pays qui ont signé un engagement lors de la COP26 à faire en sorte que l'argent public ne serve plus à financer à l'étranger des projets d'énergie fossile sans technique de captage de carbone. Je le lis parce que je ne le savais pas par cœur. C'est un pas en avant, mais malheureusement c'est toujours pas assez. En Suisse, on a un secteur financier qui investit beaucoup trop dans le fossile et on a énormément de choses à changer. On l'a vu, on a essayé de le faire passer par une initiative populaire fédérale pour que les fonds publics ne servent plus à financer l'argent, enfin les armes de guerre. Peut-être qu'on arrivera à faire la même chose avec les investissements climaticides, à voir, mais là aussi il faudra finalement que la population suive. Voilà. Je suis aussi très heureuse d'être ici ce soir pour parler de ces thèmes importants. Alors sur la liste des questions que nous avions reçues, j'avais préparé quelques commentaires sur l'alimentation. Donc, c'est un peu votre spécialité, hein, c'est juste. Oui, enfin, c'est plutôt les répertoires d'action politique. Et du coup, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il existe déjà des alternatives pour réduire l'impact de notre alimentation, autant dans le choix des produits, pour les produits de proximité, pour manger moins de protéines animales, et aussi pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc on peut penser par exemple à l'agriculture contractuelle de proximité qui se développe beaucoup en Suisse, aux supermarchés participatifs,
On peut penser aussi à la cuisine végétarienne et végane qui se développe, qui est aussi plus accessible dans les cantines, dans les lieux de restauration collective, etc. Mais il faut aussi se dire que ces initiatives, elles sont là, il faut les saluer, il faut les encourager, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles représentent une infime part du marché de l'agro-industrie. Et donc, ce que je voulais dire, c'est plutôt quelque chose sur qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin. Et là, je rejoins ma voisine Chloé sur la question de la responsabilité individuelle. En fait, on voit que les citoyens prennent leurs responsabilités, qu'il y a des changements qui sont à l'œuvre, non seulement au niveau individuel, mais aussi dans les familles et dans les collectivités. Et maintenant, ce qu'il faut pour accompagner ces changements, pour que ces changements prennent plus de place, plus d'ampleur et qu'ils puissent aussi être moins isolés dans certains groupes sociaux qui tendent à être plutôt privilégiés socialement, culturellement, économiquement, mais que ça se développe dans l'ensemble de la société, c'est des changements à l'échelle de la société. Et donc, on a fait une étude sur les membres d'UNI, que vous connaissez peut-être, c'est un supermarché participatif à Genève. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une grande homogénéité dans les personnes qui participent à ce projet. C'est des personnes qui ont un haut niveau d'éducation, qui ont un revenu relativement bas parce qu'ils et elles travaillent à temps partiel. C'est plutôt des femmes, plutôt jeunes et plutôt sans enfants. Donc ça nous dit quelque chose sur qui peut s'engager dans un supermarché participatif. C'est des personnes qui non seulement sont motivées, qui ont les valeurs qui vont avec ça, mais qui ont aussi un style de vie qui correspond au fait d'avoir du temps pour peut-être travailler moins pour gagner un peu d'argent, moins d'argent, mais travailler plus pour subvenir à ses propres besoins par d'autres moyens, c'est-à-dire produire sa propre alimentation, participer au supermarché pour remplir les étagères, etc. Donc qu'est-ce que ça nous dit, cet exemple? Ça nous dit que certains changements ne sont pas possibles sans des changements à l'échelle de la société. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler moins ne pourront pas s'engager dans des projets de ce type. Donc il faut des réflexions collectives sur les changements qui sont nécessaires pour dégager du temps, pour que les personnes puissent changer leur alimentation. Et puis, encore une fois, au niveau politique, ça demande de réfléchir à quelles sont les politiques publiques qui peuvent accompagner ces changements qui sont attendus de la part des citoyens. Donc, c'est-à-dire identifier des leviers qui faciliteront les changements. Un des leviers, je l'ai mentionné, c'est la réduction du temps de travail pour tous et toutes, pas seulement les personnes qui peuvent se le permettre financièrement. L'autre, c'est la question de l'accès à la terre. Il y a de nombreux collectifs qui voudraient essayer de produire autrement, de manière moins intensive, mais c'est très difficile d'accéder à la terre. Et puis, une autre idée, c'est l'accès aux espaces commerciaux dans les centres-villes. C'est très cher, donc c'est très difficile de créer un supermarché participatif en ville, par exemple. Ensuite, j'avais rien à dire sur la mobilité. Je pense que d'autres personnes s'y connaissent mieux. Et je voulais dire quelque chose, par contre, sur les alternatives. Est-ce qu'elles posent des problèmes? Est-ce qu'elles sont utiles? Et puis, ça va à nouveau dans le même sens socialement. C'est injuste au sein de notre propre société, parce que tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique. Et c'est injuste vis-à-vis d'autres pays qui doivent sortir de la pauvreté, donc qui doivent pouvoir émettre un certain nombre de gaz à effet de serre. Et puis donc pour nous, la problématique, c'est vraiment de dire comment faire entrer dans le débat public cette idée de sobriété, de décroissance, avec une idée de bien-être. C'est-à-dire souvent maintenant, cette idée est vue négativement. Donc il y a c'est important de changer cette perception négative de la sobriété et de l'accompagner d'idées qui sont porteuses de sens pour la population. Donc à nouveau, il y a des idées qui sont liées au fait de travailler moins, d'avoir plus de temps pour d'autres activités, qui pourraient être porteuses de sens et qui pourraient du coup faire leur entrée dans le débat public pour accompagner cette idée de sobriété. On insisté sur la cause du besoin, sur le type de carburant, etc., sur les véhicules plus économes. Il était question des flux financiers, hein, donc
de ce qu'on attend des investisseurs, de ne pas investir plus investir dans le fossile par exemple. Puis les trois qui sont intervenus, vous avez dit déjà qu'il fallait au fond des choses. Il a été dit qu'on est dans une crise systémique, il n'y a pas que le climat, tout se tient, etc. Il ne faut pas résoudre un problème en aggravant un autre. Et maintenant, Jasmine, vous avez pointé le doigt sur la question, j'allais dire fondamentale, de est-ce qu'on a besoin de toutes ces énergies, quelle est la cause du besoin. Vous avez aussi dit quelque chose qui est interpellant. Les pays en développement, pour se développer, ont besoin d'émettre des gaz à effet de serre. Donc ça me paraît aussi mériter de discuter. Est-ce que le développement passe forcément par les émissions de gaz à effet de serre? Vous avez dit que c'est surtout les économies d'énergie qu'il faut promouvoir. Alors, je donne juste la dimension, c'est qu'aujourd'hui, entre le nucléaire et le fossile, on est à 75% en Suisse. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait économiser 75% de l'énergie au plus vite. Donc, je fais un petit résumé de ce qui a été dit pour éviter qu'on se répète sur les constats. Par contre, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de reprendre le débat. Et bien sûr, vous pouvez revenir sur les constats si vous avez des choses à dire qui n'ont pas été dites. Je pense que ce qui va intéresser le public, et pour les 4 personnes qui vont maintenant s'exprimer, c'est, vous avez dit, il faut rendre ça désirable. Et dire c'est un problème de société, évidemment, est un peu... c'est serpent qui se prend la queue, parce que pour que le problème devienne un problème de société ressenti par des gens, il faut que des gens aient envie d'aller dans ce sens. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il me semble que c'est une bonne manière peut-être de poursuivre la discussion. On est vraiment de l'intergénérationnel, les jeunes au climat et les grands-parents du climat. Donc, c'est la partie plus active, je dirais, de comment est-ce qu'on fait le lien entre ces générations et comment est-ce qu'on fait l'action, en fait. Comment est-ce que vous voyez le fait de rendre... Encore une fois, si vous voulez compléter les constats, allez-y, mais comment vous voyez le fait, comment vous voyez les choses, comment rendre désirable cette autre façon de voir l'existence par rapport à la réalité dans laquelle nous sommes. Alors, est-ce que vous êtes prête à répondre? Ça va être très difficile. C'est vrai. Oui, moi je trouve de très répondre difficile. ou de trouver... Non, mais de trouver des solutions, parce qu'en fait, on sent quand même un sacré frein chez les gens. Quelque part, ils ont très envie, parce qu'ils sont conscients du problème climatique et de ce qu'il faudrait faire. Mais si on leur pose la question, à quoi êtes-vous prêt à renoncer dans votre mode de vie? Qu'est-ce que vous voulez bien changer? Là, ça devient quelque chose d'un peu plus compliqué. On nous dit souvent, oui, les petits gestes au quotidien, franchement, ça vaut rien. C'est vraiment politique de faire les choses. Mais bon, moi, je pense qu'effectivement, le politique joue un énorme rôle dans ce domaine, mais les petits gestes au quotidien, moi, je ne peux pas revenir en arrière, j'avoue franchement. Et je pense que de montrer cet exemple-là, ça peut être aussi une manière de convaincre sans avoir à culpabiliser les gens. Moi, j'ai toujours un de ces scrupules à dire aux gens qui sont coupables, je ne le fais pas. Et puis, moi, je ne me sens pas coupable, je me sens responsable parce que j'ai vécu les 30 glorieuses. Et puis, voilà, quoi. Maintenant que j'ai pris conscience du problème, j'essaie de faire ma petite part. Mais effectivement, le petit colibri, ça ne va pas suffire. Il faut quand même se mettre un peu ensemble. Hein. Il faut des grands haras, ou je sais pas, plusieurs des groupes de colibris, en tout cas, pour arriver à faire quelque chose. Et, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas être moralisateur. Et moi, j'ai toujours beaucoup de peine, hein, même en famille. J'avoue franchement que c'est difficile de parler de ces problèmes. On a l'impression, enfin, certainement de ma famille, que la technologie va tout résoudre. Voilà, quoi. C'est un problème tellement gigantesque que c'est aussi un peu décourageant. On ne sait pas par quel bout prendre les choses aussi. Mais à mon avis, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis « Ah, mais on n'y arrivera jamais, c'est l'horreur, moi toute seule, enfin bref. » Et puis, quelque part, une fois qu'on a mis le pied là-dedans, en disant « Tiens, je vais faire mon petit geste, ce petit geste-là, au quotidien, je vais essayer de m'y tenir. » Une fois qu'on a mis ce pied-là dans ce mode de faire, eh bien, ça entraîne un autre pas. Et puis, on arrive à plus en plus diminuer notre propre empreinte carbone. Vous avez aussi, pour essayer de voir les choses d'une manière extrêmement précise, vous avez des conversations carbone qui sont animées par les artisans de la transition, où vous abordez tous les thèmes environnementaux et en groupe, donc c'est extrêmement sympathique. Il y a des retours en arrière, il y a des découragements, donc moi je pense qu'il faut quand même continuer, il faut se tenir les pouces, sur le plan personnel et puis non. Il y a des actions concrètes qui ont une signification collective. Si je
je comprends bien, il y a des actions que l'individu peut et doit faire dans un but de changer des choses, pas seulement pour lui, mais pour une dynamique collective. Ça, c'est le lien, je pense, entre les deux choses. Il y a une chose qui me paraît toujours très important comme message. Souvent, on dit « moi, je ne peux rien faire. Moi, ça ne sert à rien. C'est une goutte dans l'océan. » Mais pensez à la marche du sel de Gandhi, par exemple. C'était il y a un siècle, 1930, presque un siècle. Il a mobilisé des masses de gens en Inde en disant finalement on en a marre d'acheter le sel aux Anglais, ils ont fait un monopole du sel, on va aller chercher le sel dans la mer. Puis ils sont allés dans la mer chercher le sel. Du coup, c'est une action individuelle, mais qui est devenue une action collective. Et ça, souvent, on oppose l'individuel au collectif, mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que le collectif ne changera pas sans les individus. Et donc, je reviens sur ce qui a été dit au début, manger moins de viande, mais mieux, privilégier les produits de l'agriculture bio, qui est de l'agroécologie, au fond, faire un choix conscient de ses déplacements. Je suis sûr que nos invités qui sont le plus loin, ils sont pas bien en voiture, donc on peut faire autrement, etc., etc. Donc là, vous êtes chaque fois sur des leviers qui changent les choses parce qu'ils sont significatifs. On est tous partie prenante, donc ça ne joue pas d'une caisse de pension, on peut savoir où elle investit, etc. Donc les leviers individuels ne sont pas décourageants, à mon avis. C'est important de noter. Parce que sinon, on sort de cette salle en disant il faut que les autres fassent le boulot. Alors on a vu, les autres, ils se réunissent à Glasgow, ils font le boulot, mais on voit les limites aussi de ce boulot. Et c'est partout comme ça. Je pense qu'au Parlement, ce n'est pas différent d'une conférence internationale. On rencontre les mêmes gens, avec les mêmes costumes, les mêmes attitudes, et les mêmes dénis et les mêmes désirs pour ce candidat à la conférence. Donc, je vais maintenant me tourner vers René Bonnard, donc également grand-parent du climat. Comment est-ce que vous voyez la chose par rapport à précisément la capacité de mobilisation et de rendre désirable cette nécessaire sobriété? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on transmet ça au commun des mortels en disant mais oui, moi je le fais, c'est bien, la qualité c'est mieux que la quantité, je montre l'exemple, puis je ne souffre pas finalement. Alors essayez de le faire aussi parce que c'est sympa. Est-ce que c'est comme ça que vous faites en famille par exemple? Alors, mon micro fonctionne, c'est moi qui ai réussi à l'allumer. Déjà, je me félicite personnellement. Vous avez remarqué que Jacqueline est inarrêtable, donc il faut lâcher Jacqueline, et puis il va convaincre suffisamment de personnes pour qu'on crée un véritable mouvement. Ce que je voudrais dire par rapport à la sobriété, je crois que c'est une question d'honneur. Moi, j'aime bien dire que quand je me regarde dans une glace, je n'aime pas avoir honte. Et c'est vrai qu'on doit faire quelque chose, c'est pas une question seulement de réussir à faire quelque chose, c'est de faire quelque chose pour faire avancer ce monde, tant socialement, où j'ai été très très investi, que évidemment maintenant sur l'environnement. Et puis il y a beaucoup de fausses pistes, il y a beaucoup de gens qui me heurtent, mais quand j'entends Bertrand Piccard qui nous dit que la technologie va réussir à faire avancer les choses parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens de se sacrifier, etc. C'est pas vrai, c'est pas un sacrifice, hein. Je crois que c'est au contraire, on peut avoir une véritable sobriété heureuse, et puis évidemment qu'on ne va pas se passer de tout, mais également pour l'eau, par exemple, hein, je crois qu'on en a relativement peu parlé, et c'est pour ça, moi qui suis un fervent défenseur du végétarisme, parce qu'il faut savoir que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il faut 100 000 litres d'eau. 1 kilo de viande de bœuf, c'est 27 kilos de CO2, donc c'est invraisemblable de consommer autant de viande. Alors, vive le flexitarisme, mais respect aux végétariens qui sauvent quand même un certain nombre d'animaux, également pour la dignité animale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Parce qu'on on essaye d'aller à la rencontre, on essaye d'être dans toutes les actions qui peuvent permettre de faire avancer. On a des ateliers didactiques qui circulent beaucoup. On est encore au salon du vélo pas plus tard qu'il y a quelques jours. On est en train de créer avec les grands-parents pour le climat et je suis en train de rédiger avec une spécialiste de ce domaine un guide pour le numérique éthique qui va s'intituler Les seniors passent à l'acte.
non pas parce que ça concerne que les seniors, mais parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de seniors qui sont motivés pour utiliser de manière beaucoup plus écologique le numérique, dont on ne peut effectivement pas globalement se passer. Mais là, on est en plein dedans également pour ce sujet-là. Et je vois René qui me regarde, je passe la parole. Oui, les deux. Alors, je fais juste une remarque. Il se trouve que l'année dernière, j'étais dans une salle où Bertrand Piccard expliquait sa vision des choses, mais il dit on fout la même chose que nous, parce que c'est pas du tout un adepte du miracle technologique. Lui il dit simplement, moi j'ai lancé l'idée de l'avion solaire, hein, donc je vais un peu dans le sens où je disais, Valentine, bah oui, il y a des gens qui voudront encore se déplacer de la famille ailleurs, etc. Je pense qu'on ne s'en sortira pas juste avec les changements de comportement, sachant que la technologie doit évoluer. Je pense que la technologie, elle a beaucoup bougé, pas forcément dans la bonne direction, mais elle est capable de bouger. Moi, je refuse de dire que la technologie ne changera pas à tout jamais. Je pense qu'on peut absolument avoir des technologies qui évoluent. Et l'économie circulaire, c'est aussi fondé là-dessus. Hein, c'est de boucler les cycles. On va être obligé de réinventer des choses, mais pour moi, c'est vraiment un mix entre des comportements différents, des besoins questionnés et une technologie qui bouge. Alors, moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de converser avec lui. Je trouve qu'il est quand même assez lucide sur ce qui se passe. Il était très triste de voir ce qui s'est passé à Glasgow. Il a partagé un peu l'indignation de la ministre suisse Simonetta Sommaruga, qui était aussi assez fâchée des négociations en France. Oui, je pense, moi j'aurais été fâché aussi. Je veux dire, à la dernière minute, on rajoute des clauses. Mais voilà, je ne veux pas relancer le débat, mais c'est vrai que. Mais j'aime mieux entendre Dominique Bourg que Bertrand Piccard. Oui, mais je pense que c'est faux d'opposer les gens, parce que moi je les connais les deux. J'ai eu l'occasion de discuter avec les deux. Je trouve qu'ils ne disent pas des choses aussi antagonistes. Mais peu importe ça. Oui, justement. Alors, tu as raison de me rappeler. Alors, donc, nous avons deux invités supplémentaires qui ne sont pas ce programme imprimé, parce que normalement ils devaient être dans la salle. De ce qui ressort un peu des mouvements sociaux, un peu de la population, quoi. Vraiment, comment est-ce qu'on vit ces changements, parce que clairement c'est une question de point de vue personnel, de philosophie, vraiment. Là on est en train vraiment de questionner notre façon de vivre qui finalement découle de nos modes de vie précédentes. Et donc là c'est vraiment un questionnement très profond qu'on est en train d'engager. Et moi j'ai une phrase qui me résonne beaucoup ces temps. C'est par rapport à cette façon d'acceptation de la sobriété, c'est de dire non, en fait, c'est dire oui à quelque chose d'autre. Et là, la question qu'on se pose, c'est, mais du coup, à quel imaginaire on va s'exposer? Qu'est-ce qu'on va imaginer maintenant, tous ensemble, pour cet avenir? Et donc moi, je trouve qu'on est juste à une époque exceptionnelle. Vraiment, c'est le moment de se poser ces questions et puis d'y répondre de la manière la plus créative qu'on puisse le faire. Donc moi je pense que toutes ces questions autour de la mobilité, de l'alimentation et tout ça, elles sont finalement des occasions de s'exprimer démocratiquement sur plein de points. Et donc voilà, moi je pense que c'est clairement un moment où on a juste à s'imaginer comment est-ce qu'on voit le demain. Moi, je m'affligeais en me baladant dans la ville de Genève, donc moi je viens du Valais, et j'entendais les voitures klaxonner, je voyais les vélos combattre avec les voitures, et je voyais ces vélos cargo qui se baladaient dans les rues, et je les regardais, et j'essayais d'imaginer un monde sans voiture, et là c'était juste exceptionnel. Moi j'imaginais tous les espaces qui sont pris par les voitures, et comment est-ce qu'on pourrait les remplir avec d'autres choses mais magnifiques, parce que tout cet espace qui sert finalement à... Là, j'ai commencé à comprendre que le bœuf, avant d'être une potentielle quantité de CO2 qui peut être relâchée dans l'atmosphère, c'est un animal et un être vivant. Et ça m'a pas mal marqué. Ce qui nous manque, à mon sens, collectivement, c'est la capacité de se connecter à notre environnement de manière sensorielle. C'est une sensibilité qui nous fasse comprendre qu'on est des êtres vivants et qu'on vit au milieu d'autres êtres vivants. Mais c'est magnifique de pouvoir reconquérir. Vous parliez tout à l'heure, Jacqueline, de l'accès à la terre. Hein. Là, il est là. Hein. C'est vrai que c'est parfois quand on
dans les quartiers les plus déshérités que fleurissent finalement les plus belles surprises d'une terre qui est toujours là quand on enlève ce qui la bétonne et ce qui la dégrade. Alors voilà, donc vous avez là un aperçu, forcément incomplet, mais quand même significatif de pistes. Alors à qui puis-je donner la parole ?